L'éducation est traitée dans le chapitre 4 de l'ouvrage. On a dit que le mot révolution n'était pas de trop. Parce que l'éducation au Sénégal a une histoire. On a été colonisé. Et quand on nous a colonisés, si vous faites des recherches, vous êtes des journalistes, vous allez voir que la finalité de l'éducation au Sénégal et dans les colonies, c'était d'avoir quelques commis de l'administration pour aider ceux qui administrent les colonies. Donc, ils n'ont jamais eu comme projet de former un capital humain pour développer notre pays. Aux indépendances, c'était à nous de tourner la vision et de faire en sorte qu'on ait une éducation qui serve le développement. Des efforts ont été faits dans ce sens, le système éducatif a produit, mais tant qu'on n'était pas dans des schémas où il y a beaucoup de monde, beaucoup de besoins économiques, ça pouvait ne pas se voir. C'est pour ça que nous tous, nous avons été formés et nous pensons que nous avons été bien formés. Mais il arrive un moment dans le développement d'un pays où on arrive à une limite. Et cette limite-là, quand c'est arrivé, on a essayé de rectifier avec des états généraux de l'éducation et tout, mais l'application posait problème parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et les bailleurs de fonds considèrent que l'argent que nous mettons dans l'éducation, c'est des transferts sociaux. Alors que nous devons considérer que l'argent à mettre dans l'éducation pour former le capital humain, c'est un investissement. Parce que c'est le capital humain qui développe un pays. Donc on n'a pas résisté suffisamment aux bailleurs de fonds pour mettre beaucoup d'argent dans l'éducation. Même si on a des pourcentages très élevés, mais ces pourcentages sont bouffés par les salaires. Nous, ce que nous avons proposé, c'est de partir des ressources naturelles que nous avons. Toutes les richesses que nous avons, de faire un nantissement d'une partie de ces ressources pour lever un fonds revolving de 8 000 milliards pour la gratuité de l'éducation. Donc ça, c'est un point important. Avec tout le schéma de comment on doit l'utiliser, sur la scolarisation des filles, sur les langues nationales, sur les matières scientifiques, la formation des médecins, tout est détaillé dans le livre. Donc l'éducation, c'est le cœur du développement. Et le système éducatif que nous avons aujourd'hui, c'est un système qui, pour l'essentiel, organise le bourrage de crâne, comme le disait Gustave Le Bon. Vous avez beaucoup de connaissances qui sont là, mais qui partent le lendemain. Et la formation professionnelle également doit être remise sur la table. Donc voilà les propositions. Si vous lisez le chapitre 4 du livre, toutes nos propositions sont détaillées sur l'éducation. Pour ce qui concerne les ressources naturelles, notre approche est très claire. Si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte que nous déplorons le fait que les ressources naturelles que nous avons n'ont pas été utilisées pour financer le développement. Et tous les pays qui ont des ressources naturelles et qui ne les ont pas utilisées pour lever des financements, ils les ont bradées. Nous, on a dit on n'est pas d'accord sur ça. Et c'est mon boulot, moi, de structurer des financements sur la base des ressources naturelles. Donc, les ressources naturelles, il faut les transformer pour créer des emplois. Il faut refuser que toutes les extractions des ressources naturelles soient envoyées à l'étranger. Vos poissons, si vous acceptez que toute la production halieutique soit réexportée, vous n'aurez plus votre tchof. Non seulement vous n'aurez pas de tchof, vous n'aurez pas de conserverie. Donc, pour nous, première approche, les ressources naturelles doivent être transformées pour créer des emplois et doivent être utilisées pour lever des financements. On sait comment ça se fait. Ce n'est pas un problème de faisabilité. Moi, c'est mon métier. Je l'ai déjà fait. Je vais vous donner 1000 exemples sur ça. Deuxièmement, en Afrique, pour moi, l'Union africaine a deux missions fondamentales. La première mission, c'est de faire en sorte que les ressources naturelles de l'Afrique ne soient pas bradées par les pouvoirs africains. Il faut que l'Abusus, parce que sur les ressources naturelles, tu as l'Usus, tu peux l'utiliser, Fructus, tu peux les fructifier, mais tu ne peux pas en abuser comme tu veux. Donc l'Union africaine doit avoir des règles pour que les États ne puissent pas brader les ressources naturelles. Ce n'est pas encore le cas. La deuxième mission concerne la dévolution du pouvoir. L'Union africaine doit fixer des règles
de dévolution du pouvoir pour éviter tous ces débats sur les troisième mandats qui sont source d'instabilité. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas un problème de faisabilité, c'est un problème d'intégrité. Est-ce que les dirigeants, les élites africaines que nous avons sont prêtes à utiliser les ressources naturelles pour le bien-être des populations? Ou bien est-ce qu'ils utilisent les ressources naturelles pour s'enrichir et mettre 142 milliards de dollars dans les banques à l'étranger? C'est ça le problème. Si on décide que les ressources naturelles seront utilisées pour le peuple, on va les utiliser comme levier de financement pour faire nos infrastructures. Dans notre programme, il y a 4 000 milliards pour les infrastructures qui sont tirées des ressources naturelles. Tout à fait possible. Deuxièmement, on peut les utiliser pour transformer le pays, créer de nouvelles industries, développer la recherche. C'est juste une question d'option. Et nous, on n'a aucun problème, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Regardez la fédération dont je parle, de l'Atlantique Ouest. Si on met la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, vous avez 4 pays. Nous avons le fer à la Falémé, nous avons le gaz. On a une industrie qui peut ravitailler toute cette zone-là en fer, en acier. La Guinée a la bauxite. Avec la bauxite, vous faites de l'aluminium. Tu as une industrie d'aluminium, tu ne vas plus détruire les forêts. La possibilité de développer l'Afrique est là. Et maintenant, pour le faire, il faut l'énergie, comme vous avez dit. Mais l'énergie, même le professeur Cheikh Anta Diop l'avait développé depuis longtemps. Sur l'énergie. Le solaire, on peut l'utiliser. On a le gaz, suffisamment de gaz et de bonne qualité pour transformer le gaz en énergie. Si vous avez l'énergie, vous avez tout. L'industrie de l'aluminium est énergivore, mais avec l'énergie, vous avez ça. Vous pouvez utiliser l'énergie pour la vie sociale, pour la vie au niveau des campagnes, etc. Donc, c'est possible. C'est là. Dañu toog ci jama di yalwaan përëm. Loolu moo ñu dal. Dañu toog ci jama di yalwaan përëm. Loolu la bu amee, ne comptons pas sur le développement. Nos enfants, nos petits-enfants et tout, ils vont avoir des problèmes. On va privatiser l'éducation, on va privatiser la santé, alors qu'on a les moyens. C'est une question d'option. Moi, c'est sur cette option que je me bats. Moi, je ne suis pas venu en politique pour faire des réformettes. Je suis venu en politique pour montrer que techniquement, il est possible de changer ce pays-là. Moi, je suis contre l'idée d'un plan Marshall. Un plan Marshall, c'est en référence à ce qui s'est passé après la guerre, un plan pour redresser une situation provisoire. Ici, l'Afrique a besoin de se réveiller. L'Afrique a tout et doit se réveiller. Donc c'est une projection à long terme qu'il faut faire. On ne peut pas dire je mets tant pour telle période. Il faut dire comment je dois construire l'Afrique. Et on a les ressources naturelles, on a le capital humain. Mais le capital humain que nous avons, et vos questions sont extrêmement intéressantes, le capital humain que nous avons est éclaté. Il y a une partie des cerveaux africains qui servent l'Europe, qui servent l'Asie, qui servent les autres pays et qui ne servent pas l'Afrique. Et nous avons les ressources naturelles qui sont là. Je sais que les colons, s'ils pouvaient amener les ressources naturelles, ils les auraient amenées. Ils ne peuvent pas les amener. Les ressources naturelles sont là. Mais les cerveaux africains sont à l'étranger. Les plus brillants cerveaux, en général, ils sont là-bas parce que les conditions diffèrent. Maintenant, on a une jeunesse, une population extrêmement jeune qu'il faut former pour qu'elle puisse s'allier avec ce nuage de cerveaux à l'étranger pour exploiter les ressources naturelles. Mais c'est ça qu'ils bloquent. Ils te cassent ton éducation pour que tu n'aies pas ce cerveau. Ils ne peuvent pas. Ils te cassent ta santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé et tu n'as pas de savoir, tu ne peux pas être un capital humain précis. Et donc, tu végètes. Qu'est-ce que les gosses font? Ils ont en tête de partir. C'est ça qui explique l'émigration. Les gens partent. Maintenant, comment faire pour les retenir? Pour les retenir, il faut que ces gens qui doivent diriger ces élites politiques sachent que ce n'est pas parce que tu es élu que tu es propriétaire du pays.
Tu es élu parce que tu es là sur place, tu as demandé. Maintenant, comment doit-on donner les postes? Et c'est avec l'appel à candidature. Les gens compétents doivent être au poste de commande. On met un appel à candidature pour les postes, tu règles déjà la moitié du problème. Parce que les cerveaux qui sont à l'étranger, ils sont prêts à venir si les conditions sont réunies. Mais vous venez ici, on vous nomme, 2 jours après, on vous demande de l'argent, vous refusez, on vous balance. Et qu'est-ce que vous allez faire? On l'a vu plusieurs fois, on a vu des gens qui ont été nommés ici. Il y a des gens qui refusent des postes parce que simplement, ils n'ont pas de garantie. Donc, c'est ça que nous avons. Et l'autre chose qu'il faut régler, c'est les passagers clandestins. Les gens qui sont dans le système politique, dans les partis politiques, bu goudé ñu nek fi ci pouvoir bi bu ëllëgee ñu ngi ci opposition bi di transhumer di dugg di génn ñooñu ils n'ont rien à faire dans la vie politique. Les passagers clandestins, il faut les sortir, il faut les débarquer et il faut fermer les passages clandestins. Lolu mom moy problème élite bi mëno ko régler en un jour parce que ay sénégalais lañu non lañu mel sen jikko non la et le problème du Sénégal c'est que chacun pense que c'est pas sa responsabilité. Chacun pense que c'est l'autre, alors que c'est nous-mêmes. Ça, c'est clair à ce niveau. Donc, l'évaluation, nous l'avons faite par étapes. Il y a des évaluations qui ont été complètement réalisées, d'autres qui n'ont pas été. Par exemple, partout où on n'a pas les certifications des réserves pour les valeurs, on ne peut pas le faire. Donc, on a fait des évaluations minimalistes. Sur les infrastructures, on sait, parce que moi j'ai été secrétaire général du ministère des Infrastructures, on a réuni le Sénat et l'Assemblée nationale. On a recensé toutes les infrastructures qu'il faut réaliser ici, les pistes, les routes et tout. On l'a évalué. Aujourd'hui, j'ai mis à jour cette évaluation. Je suis à 4 000 milliards. J'ai mis 4 000 milliards d'infrastructures d'autres Sénégal. D'autres Sénégal. L'éducation, j'ai mis 8 000 milliards d'autres Sénégal. Éducation gratuite. Jusqu'à 25 ans, obligatoire à 16 ans. Je mets 1 000 milliards par an pendant 5 ans, plateau médical revu. Avec des infrastructures, des polycliniques dans tous les départements et des véhicules dans les zones les plus reculées avec tous les dispositifs de santé et de prévention. Je les développe. Donc, secteur par secteur, nous avons fait des évaluations que nous allons continuer parce que le livre que nous avons écrit, ce n'est pas la solution totale, définitive. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont là, qui ont plus de solutions, de meilleures solutions que moi. Ils vont donner ces solutions, on va améliorer et ensemble, on va s'entendre sur nos programmes. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et effectivement, la question de la micro, vous ne pouvez pas développer un pays sans que les retombées, la croissance, si la croissance ne rabote pas la pauvreté, la microéconomie, les ménages, les petites entreprises, le secteur informel n'en bénéficient pas. Et là, le système, il est organisé. Si vous voyez le livre d'en mettre de l'ordre, on a mis un schéma d'association de l'ensemble de ces secteurs dans la vie économique avec les retombées qu'il faut. Avec des zones de commerce et tout, ça c'est déjà développé. Sur la population, pour terminer, je sais que je parle trop, mais on m'appelle de l'autre côté. Sur la population, je suis conscient que la population est une force pour l'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut réduire la population. Au contraire, c'est notre force. Il faut absolument que le dividende démographique puisse nous profiter. Mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser, organiser la santé de la mère et de l'enfant, faire en sorte que ça soit développé. Et pour que les gens soient plus nombreux, mieux éduqués, qu'on puisse exploiter les ressources. La population que nous avons en Afrique, comparée au travail à faire et aux ressources que nous avons, cette population-là est faible. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui nous font croire. On n'est pas en Europe où il y a une population vieillissante, etc. Aujourd'hui, ils n'ont même plus de main-d'œuvre parce qu'ils se sont lancés dans des trucs de réduction de familles nucléaires de 3 personnes. Nous, on ne va pas tomber dans ce schéma-là. Voilà ce que je voulais dire et vraiment, je suis très intéressé par les questions que vous avez. Sur l'Afrique, c'est clair que les dynamiques et les échappées solitaires ne donneront rien. Donc si l'Afrique ne s'organise pas de façon intégrée, en commençant par des zones de proximité et d'affinité, on ne pèsera pas parce qu'on va traiter comme un petit poussé. Donc nous, notre idée, c'est de faire des blocs. On s'entend sur les ressources, leur gestion, et l'accent, c'est la transformation. On fait nos monnaies dans ces zones et on booste notre économie.
C'est ça. Et comme ça, on va discuter avec la Chine, comme on discute avec l'Inde, comme on discute avec les États-Unis, à mémoire égale. Mais si vous y allez seul, vous êtes mort. Aujourd'hui, le Sénégal, les gens viennent au Sénégal parce qu'il y a du gaz. Tu vois un président allemand, un président polonais qui viennent ici parce qu'on a notre gaz. Si tu es isolé et que tu discutes ton gaz de façon isolée, tu es mort. Donc, c'est de façon combinée. Ça, c'est clair et net. Pour les professions réglementées, moi, mon point de vue est clair. Je suis contre les fermetures. Les ordres fermés, dire que c'est tous ceux qui ont les compétences pour exercer une fonction, quel que soit le volet dans lequel ils veulent exercer les fonctions, il faut leur permettre de le faire. Leur accorder la formation, la protection qu'il faut. Je suis contre les fermetures. Je ne crois pas au grand remplacement dans la presse en disant il y a des réseaux sociaux, c'est fini, c'est envahi. Il y a toujours un cœur de presse qui est là et qui a son public et qui a sa compétence, qui a ses règles. Il faut les développer parallèlement. Les réseaux sociaux, ne vous fatiguez pas, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Mais il faut réglementer. Les jeunes qui ont des compétences, qui veulent être journalistes, il faut leur permettre d'être journalistes, d'organiser la fonction de reporter, d'organiser toutes les fonctions et leur permettre de travailler et de gagner leur vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, l'assainissement, ce n'est même pas un problème d'assainissement, c'est à vous de fixer une loi d'orientation sur la presse. Et ça, on va y travailler pour dire voilà les professions réglementées. Et ça, si vous lisez bien le livre, il y a des parties sur Maître de l'ordre où on a repris cela. Je confirme qu'un pays qui ne produit pas est un pays mort. Et le Sénégal est un pays mort. Parce que le Sénégal ne produit pas. Le Sénégal importe. S'il vous plaît, du silence dans la salle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Sénégal importe, on a les chiffres de la BCEAO, dépense 1000 milliards récemment pour les importations, dont les 400 milliards, c'est des produits de base, riz, sucre, farine, etc. Donc on ne peut pas avoir une économie extravertie. Maintenant, sur quel levier? Le financement, c'est les ressources naturelles. Aucun bailleur ne te prêtera de l'argent pour développer ton industrie, ni ton agriculture, ni la pêche, ni l'élevage. Donc c'est à partir de tes ressources naturelles que tu monnaies en discutant, en mettant un schéma de batterie, de troc, pour faire la transformation industrielle. Si vous ne le faites pas, les ressources halieutiques, on arrête tous les contrats de pêche. On n'a pas besoin de contrats de pêche où il y a des retombées de 10 milliards, 20 milliards. On fait un schéma où on évalue les ressources. Vous avez le droit de pêcher pour une quantité. Une partie reste ici, une partie est transformée, une partie est exportée. Donc c'est un schéma qu'on a bien étudié. On aura l'occasion plus en détail de revenir là-dessus. Et maintenant les produits agricoles, les produits de l'élevage, les produits de l'artisanat. On aura un office sénégalais de l'artisanat avec un fonds de 350 milliards. Donc la transformation industrielle, elle est fondamentale, y compris même dans d'autres secteurs comme le tourisme, etc. Pour la santé, vous savez très bien que la santé est malade. Un pays qui n'a pas un schéma de prévention, prévention générale, prévention médicale, et tu n'as pas les moyens de soigner tout le monde, vous avez une santé qui chancelle. Il suffit qu'il y ait un choc comme on a connu avec la pandémie pour voir que toutes les autres maladies ont emporté plus de gens même que la pandémie. Prévention, c'est un élément essentiel. Ensuite, le plateau médical et ensuite amener la médecine, amener la santé vers les populations. Former les jeunes dans ce secteur. C'est développé de façon très claire. Quand vous voulez soigner une plaie, il faut d'abord la nettoyer. Nettoyer la plaie, organiser la santé et soigner, mettre de l'argent qu'il faut, c'est ça. Ce n'est pas compliqué du tout. Clair. Maintenant, pour le désordre, le Sénégal, tant qu'on n'accepte pas que c'est un pays qui est fatigué du désordre, mais Sénégal, nous avons masla. Mais c'est le masla qui nous a amené tout ça. Chaque fois que moi j'ai eu l'expérience
de gérer des services et tout. Les gens me disent, ouais, tu es trop dur. Je ne sais pas que je suis dur. Si tu n'as pas d'ordre, tu ne peux rien faire. Mais on dit que les filets d'art, quelqu'un vient, il transgresse. Il n'y a aucune sanction. Mais comment voulez-vous qu'il y ait de l'ordre? Regardez l'inondation, regardez les canaux, regardez comment on vit, comment chacun fait ce qu'il veut dans ce pays. Mais parce qu'il n'y a pas de sanction. Parce qu'on n'a pas réuni les conditions pour que les gens se mettent dans l'ordre. Les gens ne savent même pas faire la queue au pays, dans ce pays-là. Même faire la queue, le réflexe de respecter même celui qui est venu avant toi, on ne l'a pas. Alors si les dirigeants eux-mêmes ne disent pas aux populations ce qu'il faut faire et qu'ils donnent l'exemple, mais ça ne va jamais marcher. Et c'est ce que j'explique dans le chapitre. C'est le plus gros chapitre du livre. Mettre de l'ordre. Expliquer domaine par domaine. Dans le commerce, il n'y a pas de zone de commerce. Da ngay ñëw am sa boutique di jaay kenn ñëw teg si buntu boutique di jaay mënoo ci dara boo waxee mu saaga la. Mais c'est ça le désordre dans un pays. Si personne ne règle les problèmes, mais les problèmes ne seront jamais réglés. C'est aussi simple que ça. Donc, point par point, on aura l'occasion d'y revenir avec des solutions intelligentes, avec la concertation. La répression n'a jamais rien réglé. Il faut discuter avec les gens parce qu'il faut aussi que chacun comprenne que chacun a le droit. Moi, su fekkee dama ñëw au Sénégal parce que dama bëgg a jaay ay chaussettes moom laa am àll ba neexul ma ñëw ne damay jaay sama chaussette wala damay jaay ndox. Mais il faut me réunir les conditions pour que je puisse le faire. Si vous ne réunissez pas les conditions, les gens font ce qu'ils veulent. Et après, tu vas dire quoi? Monoko? Le jour où je déclarerai ma candidature, je pense que toutes les femmes du Sénégal devraient voter pour moi. Parce que c'est le dispositif qui manquait dans le schéma de la parité. Ce que je propose, c'est l'élection d'un président et d'un vice-président. S'il y a une présidente, on aura un vice-président. S'il y a un président, on aura une vice-présidente. C'est une base paritaire. La réforme sera faite quand on va prendre le pouvoir en 2024. On fera la réforme qui sera appliquée en 2029. Si vous êtes élu, vous ne devez pas être un couple. Bien sûr, hein? Pas de couple. Vous ne devez pas être frère et sœur. Vous êtes élu pour 10 ans. Non, vous êtes élu pour rester au pouvoir au maximum pendant 10 ans. Je rectifie. Donc c'est un mandat de 5 ans. Si le président n'est pas là, le vice-président ou la vice-présidente remplace. Ce n'est pas un problème de proposition, d'opposition. C'est le ticket qui est présenté au suffrage universel. Les gens s'entendent, ils peuvent être de deux partis différents. En tout cas, c'est ces deux qui seront élus en même temps. Maintenant, quand vous faites 5 ans, vous reprenez, vous êtes réélu, que ce soit le président ou le vice-président. Vous faites 2 ans, vous êtes empêché. Vous ne pouvez plus participer à l'élection présidentielle parce que si vous êtes élu, vous avez déjà fait 7 ans. Si vous êtes élu, c'est pour 5 ans. Et 5 plus 7, ça fait 12. Donc personne ne peut séjourner au pouvoir plus de 10 ans. Ça règle toutes les discussions qu'on a là sur les histoires de mandat. Et aujourd'hui, la constitution du Sénégal est tellement mal écrite. On a dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Exercer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas encore exercé plus de 2 mandats consécutifs. Il a fait 1 mandat et quelques. S'il démissionne aujourd'hui, est-ce qu'il ne peut pas se présenter? Et s'il se présente, s'il gagne 5 ans, est-ce qu'il ne peut pas encore se représenter? Parce que ici, ce qu'on critique, c'est le fait que ça soit consécutif. C'est un faux problème. Il faut faire très attention. Donc, toutes ces petites magouilles-là autour de la Constitution-là, c'est ça qu'il faut arrêter. C'est pour ça qu'il faut arrêter, il ne faut pas accepter les débats sur le droit. Droit de façon. C'est le droit qui a organisé l'apartheid. Vous l'avez vu? C'est le droit qui a organisé le nazisme. Vous l'avez vu? C'est le droit qui a organisé l'esclavage. C'est le droit qui a organisé la colonisation. Si tu vois le code noir, qui est une dégradation de l'humanité, c'est le droit. Refusez cette histoire de droit. Donc ce que nous proposons, c'est un président, un vice-président ou une présidente, un vice-président avec intérim, et chacun peut rester au pouvoir maximum 10 ans. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est la diaspora
sénégalaise. J'ai proposé dans le livre la mise en place d'une société Diaspora SA avec une participation des émigrés à hauteur de 300 milliards. Ils mettent 1,4 milliard. Le tiers, ça me suffit pour faire tous les projets avec la diaspora. Ça, c'est quelque chose de clair. Maintenant, pour l'Europe, ma vision, c'est que le Sénégal aille concurrencer la Russie dans la production et dans la fourniture de gaz en Europe. C'est ça, moi. Quand vous vendez ce gaz-là, vous avez des devises, vous avez suffisamment d'argent. Aujourd'hui, on a suffisamment de gaz pour aller bousculer la Russie. C'est pour ça que les Allemands viennent ici, les Polonais et tout. C'est clair. La technologie, ils ont la technologie, ils ont la recherche. Je vais aller les voir, je vais faire en sorte que nos jeunes aillent dans les centres de recherche les plus pointus en Europe, en Asie, en Amérique, pour qu'ils soient les grands savants du monde. C'est ces collaborations-là que je vais faire. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir des bons cerveaux pour développer l'Afrique. Donc voilà ce qui m'intéresse là-bas. Le reste, c'est des négociations. Moi, je ne privilégie aucun pays, je ne privilégie aucun continent. On discute à mémoire égale et j'ai en bandoulière les intérêts du Sénégal. Voilà notre option pour l'Afrique. Et si on veut le faire ensemble, en tant que pays africain bloc, c'est encore mieux. Voilà notre vision de l'Afrique, voilà notre vision de notre relation avec l'Europe.